je vais te parler de nos solutions pour gérer les situations qui posent problème avec nos enfants. Alors j'imagine bien que tous les parents doivent vivre cela, c'est-à-dire des situations où nos enfants nous posent problème, soit par des pleurs, soit par des cris, soit par des comportements que l'on juge inadaptés. Bref, vous l'aurez compris, tous les parents ressentent à un moment des frustrations, envers des situations problématiques. Alors il faut bien savoir que ce qui est un problème pour nous en tant que parents, parce qu'on va trouver ça énervant, fatigant, stressant, c'est un véritable traumatisme parfois pour l'enfant. En tout cas, c'est une tempête émotionnelle la plupart du temps et ça peut vraiment venir s'inscrire beaucoup plus profondément en lui et c'est à ce moment-là qu'en général, il a besoin de nous. D'une manière générale, laisser une situation problématique s'installer, ça n'amène que des aspects négatifs. Alors, j'en ai trouvé 3 principaux, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. La première va être au niveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, ne pleure jamais sans raison. Il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il veut être changé, parce qu'il a peur, qu'il est en colère, qu'il est fatigué, qu'il est énervé, qu'il est inquiet, qu'il a besoin d'aide, qu'il est en colère. Bref, il pleure pour nous appeler à l'aide, pour signaler qu'il vit une situation stressante ou du moins inconfortable pour lui. Et donc, les petits qui ne savent pas parler, par exemple, ou même plus grands, leur réflexe, ça va être de pleurer pour tirer une sonnette d'alarme envers les parents et dire « Attention, je ne vais pas bien ». Venez vous occuper de moi. Et ce besoin de réconfort, quand il n'est pas satisfait, peut altérer des parties du cerveau chez l'enfant, parce qu'il faut savoir que le petit enfant a un cerveau qui est en construction, et ne pas répondre à ses appels à l'aide, le laisser pleurer, donc, peut venir endommager certaines parties du cerveau, comme par exemple l'amygdale, qui est très souvent associée à tout ce qui est émotionnel. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Alors évidemment, ça peut avoir des répercussions pour sa vie future, sa vie sociale notamment. Donc c'est pour ça que d'une manière générale, il faut mieux répondre aux appels de ses enfants. Le deuxième aspect négatif que je voulais évoquer, c'est le réflexe de Pavlov. Il s'agit en fait d'un réflexe conditionnel que l'on fait suite à des associations. Donc l'enfant aussi va se mettre en condition par rapport à certaines associations. Les exemples sont nombreux et innombrables. Par exemple, on va mettre l'enfant dans un parc et il va pleurer. Donc au début, en fait, les premières fois, il n'a pas aimé cette sensation d'être abandonné. Alors je parle d'un parc, mais ça peut tout simplement être posé par terre, hein, si on veut. Donc il n'a pas forcément aimé ce geste, donc il a pleuré. Les parents avaient autre chose à faire, donc ils l'ont laissé pleurer. Et maintenant, dans sa tête, l'enfant est conditionné quand il est positionné dans ce parc, quand il est positionné par terre, peu importe, il va pleurer. Et même s'il se sent bien, cette association est faite dans sa tête et donc c'est ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Il est assis par terre, il pleure. Et enfin, le troisième aspect négatif que je voulais évoquer, c'est que ça dégrade énormément la relation parent-enfant. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres, je ne peux pas tous les évoquer, mais en tout cas, c'était 3 qui me sont venus à l'esprit et que j'estime très importants. Au niveau du parent aussi, c'est fatigant parce que tous ces problèmes fatiguent énormément le parent qui a besoin de beaucoup d'énergie pour rester bienveillant, pour rester patient et faire
et savoir quoi faire en toute situation. Et forcément, un parent fatigué ne va pas pouvoir être à son maximum, ne va pas pouvoir être le plus bienveillant possible par rapport à son enfant, parce que tout simplement, lui aussi devra gérer ses propres émotions. Et en général, on agit par priorité et forcément, nos propres émotions arrivent souvent en premier. Alors, on a un cercle vicieux qui s'installe et une situation qui se dégrade au fil du temps. Alors chez nous, on a trouvé une solution pour régler ces problèmes-là. La solution, c'est que nous ne laissons pas s'installer une situation à problème. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps de ne pas laisser s'installer une relation à problème. C'est très long. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, de prendre énormément sur nous, de trouver des ressources en permanence pour rester positif, pour rester à l'écoute de l'enfant, pour se mettre à sa hauteur, pour faire preuve d'empathie par rapport à ce qu'il ressent vraiment à ce moment-là. Mais en même temps, ça marche et on a une situation qui se débloque au fil du temps. Et nous, on retrouve apaisement avec nos enfants, on retrouve joie de vivre et on peut passer à autre chose beaucoup plus sereinement. Alors je vais te parler de plusieurs exemples pour t'imaginer un petit peu tout ça. Par exemple, le premier, c'était quand Gaspard était tout petit et que nous prenions la voiture. Eh bien, parfois, il pleurait, évidemment, on avait 1 heure ou 2 de route à faire, et là, il pleurait. Eh bien, nous nous arrêtions systématiquement. Je lui donnais une tétée, déjà pour le réconforter, parce qu'un tout petit bébé qui est allaité, en général, c'est aussi un moyen de le calmer, de le réconforter, parce qu'il y a l'odeur de sa maman, le lait, la position très rapprochée, très fusionnelle avec l'enfant. Donc tout ça, ça va lui permettre de se calmer très rapidement. Donc voilà, nous nous arrêtions, je donnais une tétée, je lui parlais, je lui faisais des sourires, je le caressais. Quand ça allait mieux, je le remettais dans son siège auto, nous repartions. S'il repleurait à nouveau, on se réarrêtait. Alors oui, c'est vrai que ça peut prendre énormément de temps parce que des fois, pour faire un trajet d'1 heure, il nous en fallait 1h15, 1h30. Mais à côté de ça, on l'a peut-être fait 10 fois, 15 fois. Mais maintenant, Gaspard ne pleure plus. Et quand il a grandi, au lieu de s'arrêter longuement pour donner une tétée, je montais derrière avec eux, donc notamment avec lui, le problème était surtout par rapport à Gaspard. Et je lui parlais, je jouais avec lui, je le touchais. Et aujourd'hui, on a une situation qui est complètement réglée par rapport à ça. Donc oui, ça a demandé de l'investissement, du temps, mais ça a fini par gagner, par payer. Et aujourd'hui, on a des trajets en voiture qui se passent très sereinement. La deuxième chose, ça va être quand les enfants, par exemple, sont un peu plus grands, qu'on en a 2 ou plus, ça va être les conflits entre frères et sœurs. Chez nous, on n'y échappe pas. Parfois, les enfants ne sont pas contents entre eux parce qu'ils se piquent les affaires, parce que Gaspard va casser les constructions d'Arthur. Bref, les situations sont encore une fois très nombreuses. Eh bien, à chaque fois, on prend le temps de se mettre à leur hauteur, de leur parler individuellement et d'essayer de trouver une solution ensemble. Parce qu'actuellement, Arthur a encore un petit peu de mal à des fois trouver des solutions tout seul. Donc, on essaye de lui proposer des pistes pour qu'il les trouve par lui-même, mais elles sont suggérées. Et grâce à cela, eh bien, on voit que leur relation se développe très harmonieusement. Bien sûr, ils ont des conflits, ils en auront toujours, parce que je crois que c'est propre aux frères et sœurs, mais ils ont des moments très fusionnels, ils ont des moments de vrai amour fraternel. Et je remarque énormément la bienveillance d'Arthur envers Gaspard. Parfois, je propose une activité à Gaspard que je lui présente, qu'Arthur connaît déjà. Eh bien, il a envie aussi de la présenter à son petit frère. Et il y met beaucoup de douceur, il y met beaucoup de bienveillance. Et c'est très joli à voir. Et encore une fois, tout cela nous a demandé du temps et nous en demande toujours. Parce que, par exemple, si j'entends un problème entre eux, je ne suis pas là à crier de ma cuisine ou d'une autre pièce « Calmez-vous ». Non, j'y vais, je me mets à leur hauteur et on règle le problème. Je ne repars qu'une fois que le problème est réglé. Et enfin, une troisième chose que je peux aborder sur un enfant du coup encore un petit peu plus grand, ça va être de demander d'obtenir des choses de son enfant, qu'il les fasse de manière très naturelle. Par exemple, débarrasser son assiette après chaque repas. C'est quelque chose que l'on demande à Arthur qui a à présent 4 ans. On le fait depuis un peu plus de 6 mois maintenant. C'est très long, mais ça commence à rentrer de manière très naturelle, c'est-à-dire que souvent, si on est dans la cuisine avec lui en tout cas, il va emmener son assiette, ses couverts et son verre au lave-vaisselle, sans qu'on ait à lui demander. Parfois, il y a des retours en arrière, bien évidemment. Mais
c'est quelque chose qui pour nous est très utile parce qu'on veut que tout le monde participe aux tâches ménagères de la maison, c'est très important. Et plus l'enfant va grandir, plus on va lui demander de participer activement à la vie de la maison. Et c'est quelque chose qui nous a demandé énormément de temps après chaque repas, pendant de nombreux mois. Ça a été un travail d'accompagnement pour lui faire comprendre l'importance déjà de ces gestes et aussi lui montrer comment faire, ce qu'il fallait faire, comment amener son assiette au lave-vaisselle, comment amener ses couverts, comment les positionner. Et tout ça, ça a été un investissement très long. Parfois, ça prenait un quart d'heure, 20 minutes après le repas pour arriver à ce qu'il mette ses affaires au lave-vaisselle. Mais tout cela, encore une fois, a fini par payer. Et aujourd'hui, voilà, on est sur des situations qui sont presque automatisées. Je dirais pas à chaque fois automatiquement, parce qu'il y a toujours des petits loupés, mais c'est normal, il n'a que 4 ans. Et notre rôle, c'est justement, eh bien, quand il oublie, on va dire, de faire quelque chose, de lui rappeler gentiment, en tout cas de lui poser la question, tiens, est-ce que tu as oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre mes affaires au lave-vaisselle, par exemple. Et donc voilà, ce sont des petites choses que l'on fait, donc ça s'applique à énormément de choses. Donc tu auras bien compris, on passe beaucoup de temps avec les enfants pour ne pas laisser un problème s'installer. C'est-à-dire ne pas le gérer, ne pas l'appréhender en aval, mais vraiment soit le voir directement en amont, soit directement le prendre à l'instant T quand le problème arrive, parce qu'on ne peut pas tous les anticiper, bien évidemment. Et donc quand le problème est là, on le règle immédiatement et on prend le temps qu'il faut pour le régler. Alors si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonne-toi. Tu seras comme ça mis au courant de toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur Facebook et sur Instagram. On poste aussi régulièrement des choses, voire quotidiennement. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.